Bonjour, c'est Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Bienvenue sur RMC et BFM TV. Présentation au Conseil des ministres ce matin de ce projet de loi très attendu, celui sur la transition énergétique bien sûr. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Français? Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire ce matin, très concrètement? Je suis venu vous dire que c'est parti. C'est parti et la transition énergétique pour un autre modèle énergétique en France démarre et va s'accélérer. Déjà d'ailleurs sur beaucoup de territoires, on est en avance. Je me suis beaucoup appuyée sur l'expérience acquise pendant 10 ans dans ma région, Poitou-Charentes, où on a fait pendant 10 ans l'excellence environnementale et préparé l'après-pétrole. Par exemple, construit le premier lycée de l'après-pétrole, entièrement autonome sur le plan énergétique, grâce aux énergies renouvelables, à la récupération de chaleur et même à la récupération d'eau de pluie. Donc vous voyez, en s'appuyant sur les bonnes pratiques, j'ai construit cette loi qui va donner à tout le monde, les citoyens, les entreprises, les administrations, les territoires, les moyens d'engager cette transition énergétique. Mais concrètement, quels sont ces moyens? Concrètement, d'abord cette loi, c'est une première étape. Elle fixe un cadre général, c'est-à-dire elle projette la France vers le futur, elle imagine le futur en disant à tout le monde, il va falloir économiser 50% de notre énergie, c'est-à-dire consommer moitié moins d'énergie que nous le faisons. Donc ça passe par la rénovation thermique. Ça passe par la rénovation thermique. Par une meilleure isolation. Exactement, c'est-à-dire ça c'est la priorité de ce projet de loi et des actions qui l'accompagnent, c'est la rénovation énergétique. Pourquoi? Parce que plus de la moitié de l'énergie est consommée dans l'habitat, dans les logements, dans les immeubles. Donc il faut impérativement mieux isoler les immeubles et les nouveaux immeubles, il faut les construire tous à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc c'est une vraie révolution dans l'art de bâtir, dans l'art de construire, dans l'art de rénover et surtout c'est une source de création d'emplois très importante dans le bâtiment qui aujourd'hui, vous le savez, est en grande situation d'attente. Grande difficulté d'ailleurs, puisqu'hier on a eu des chiffres, moins 19% recul de la mise en chantier. Ça n'aide pas non plus pour aller en votre sens. Au contraire. Au contraire, c'est-à-dire si le chantier de la rénovation énergétique démarre, et il va démarrer parce qu'il y a des aides très importantes aux particuliers, les particuliers vont pouvoir déduire 30% du montant de leur facture de travaux d'isolation de leurs impôts, jusqu'à 8 000 € de baisse d'impôts et 16 000 € pour un couple, sans être obligé, comme c'était le cas dans le passé, de faire plusieurs travaux à la fois. Donc dès que vous allez, comme on l'a vu dans votre petit reportage, isoler les combles, isoler les façades, mettre des doubles vitrages, etc., si possible avec des matériaux biosourcés. Mais là, vous parlez des particuliers. Cela dit, pour la mise en route de votre loi, le bâtiment ne va pas bien du tout, donc la rénovation énergétique ne va pas pour l'instant prendre un coup de boost. Au contraire. Vous avez de grandes ambitions, mais ça va un peu patiner au départ. Pas du tout, puisque j'ai signé avec Sylvia Pinel, la ministre du Logement, une convention qui s'appelle la convention FEBAT sur la formation dans les métiers du bâtiment. J'ai beaucoup travaillé cette loi avec les entreprises du bâtiment, que ce soit la CAPEB, c'est-à-dire les artisans du bâtiment, les petites, les moyennes entreprises et les grands groupes, pour justement les mettre en situation de démarrer très vite, puisque tous les travaux qui seront commencés au 15 septembre prochain, donc pendant l'été, les Français vont pouvoir réfléchir, discuter entre eux pour savoir comment ils vont engager ces travaux. Ceux qui n'ont pas d'argent pour engager ces travaux vont pouvoir bénéficier de prêts à taux zéro. Les banques ont été convoquées, on leur a donné les moyens de développer 100 000 prêts à taux zéro. Il faut donc que les Français aillent dans leurs banques et sachent que les banques ont eu un crédit d'impôt pour délivrer aux Français qui n'ont pas l'argent pour avancer le prix des travaux peuvent le faire. Et la troisième aide. Oui, il y a un manque dans votre projet de loi, c'est qu'il n'y a rien pour les ménages précaires. Et pour ces bâtiments dits précaires, comment on les aide, les gens de peu? Alors les gens parce que ces maisons sont des vrais passoires énergétiques. Les gens qui sont en situation de précarité. Là, il n'y a pas de levier pour ces gens-là, pour ces ménages-là. Il y a un levier, c'est que ces ménages bénéficient des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui rénove aujourd'hui 70 000 logements par an. Ces moyens de l'ANA vont être augmentés pour permettre justement aux ménages en situation de précarité. Ces aides sont très connues sur les territoires, ça marche très bien puisque les mairies sont très au courant de la façon dont ça se passe. Il y aura aussi le chèque énergie précarité. On connaît le montant de ce chèque énergie? Pas encore, donc on est en train de discuter avec les associations familiales, avec les associations de consommateurs et ce qui est prévu c'est que du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Ce n'est pas
pas de l'assistanat comme ça, pur et simple. C'est que les familles vont être conduites aussi à apprendre les gestes d'économie d'énergie. Mais ça vaut pour tout le monde, hein, pour les personnes en situation de précarité, pour les autres. Il faut savoir qu'avec des gestes simples de la vie courante, on peut déjà économiser 15% de l'énergie que l'on consomme. Et c'est souvent les enfants qui, à l'école, et à la rentrée, on va lancer des actions d'éducation à l'environnement dans toutes les écoles pour que les enfants, les jeunes soient aussi des vecteurs de la protection de l'environnement et de la lutte contre le gaspillage énergétique. Le chèque énergie, comment vous allez le financer ? Le chèque énergie sera financé par les prélèvements sur les recettes du secteur des entreprises de l'énergie. On est d'accord pour l'instant. C'est un recyclage d'argent. C'est pas des dépenses budgétaires. Voilà. On est d'accord. 10 milliards d'euros sur 3 ans pour lancer cette transition énergétique. Bien sûr, 10 milliards d'euros sur 3 ans. Et il n'y a pas de fiscalité à coller à cette mise en route. Il n'y a pas de financement propre. Non, il y a pas. Non, au contraire, ce sont des allègements d'impôts comme on vient de le voir. Ce sont des prêts avantageux qui vont être donnés aux collectivités locales. Il faut savoir que dès maintenant, c'est-à-dire dès septembre, les communes, les communautés de communes, les agglomérations qui veulent lancer les travaux, ça fait des emplois dans le bâtiment, qui veulent lancer des travaux pour isoler, faire des économies d'énergie dans leurs bâtiments, dans les mairies, dans les écoles, dans les bâtiments sportifs, etc., vont pouvoir bénéficier de prêts de la Caisse des dépôts jusqu'à 5 millions d'euros par opération. Donc on peut lancer de grands chantiers d'isolation. Non mais 10 milliards d'euros sur 3 ans, c'est pas un peu prétentieux comme objectif? On est en pleine crise. Mais justement, c'est pour sortir de la crise. Les leviers vont pas être suffisants, oui, mais est-ce que les leviers vont être suffisants? Est-ce que vous savez que quand on investit 1 euro dans le bâtiment, ou dans les leviers, c'est-à-dire 1 euro d'allègement d'impôt ou 1 euro d'allègement de prêt, à taux très bas, ça procure 10 euros de travaux. Donc c'est ça le pari que je fais, le pari qui va être réussi parce que je sais que les citoyens, les entreprises vont s'engager dans cette transition parce que ça permet de baisser les factures, ça va permettre de baisser aussi les factures d'importation de pétrole et de gaz en France. Donc quand on fait un geste citoyen en diminuant les gaspillages d'énergie, on aide en plus son pays en diminuant sa facture d'importation et on débloque des créations d'emplois dans les filières du bâtiment, dans les filières des énergies renouvelables, dans les filières du traitement des déchets. Donc vous voyez, il y a 3 grands pôles comme ça dans la loi. Il y a les économies d'énergie et la performance des bâtiments, rénovation des bâtiments anciens, construction de bâtiments énergie positive, les énergies renouvelables. Qu'est-ce que c'est les énergies renouvelables? Ce sont celles qui ne polluent pas. Le soleil, l'eau, le vent, la chaleur de la mer, la géothermie, la biomasse que l'on récupère. Et par exemple, nous lançons 2 appels à projets, 1500 méthaniseurs, dans l'ensemble des territoires ruraux. Ça veut dire quoi? Que les agriculteurs aujourd'hui qui ont des problèmes de lisier, des problèmes de pollution, des problèmes de déchets, vont pouvoir créer des petites unités. À partir des lisiers et des déjections, on peut produire du gaz. C'est ça, un méthaniseur. J'en ai construit dans ma région. J'ai vu à quel point au départ c'était difficile. Vous savez, le premier méthaniseur qu'on a construit, on a mis 4 ans pour le faire. Donc j'ai réduit aussi les délais de construction. J'ai simplifié les autorisations de construction pour que sur l'ensemble du territoire national, on puisse déployer 1500 méthaniseurs, c'est-à-dire aider les agriculteurs. Oui, ça c'est du concret. Ça c'est du concret. Maintenant, parlons du nucléaire. Là, vous avez décidé de laisser la main à EDF. L'État ne prend pas la main sur le nucléaire comme c'était le cas, comme c'était prévu au départ. Donc EDF va gérer le calendrier de fermeture des centrales. Vous me confirmez bien ce point-là. Comment être sûr d'arriver à l'objectif de baisser la part du nucléaire à 50% en 2025? Est-ce que l'État ne devrait pas fixer une trajectoire? On peut vous faire ce reproche. Non, on peut poser la question. Voilà. On peut poser la question. En tout cas, je voudrais dire 3 choses sur le nucléaire. La première chose, c'est que la France, il y a plusieurs années, a fait le choix du nucléaire, c'est-à-dire de produire 75% de son électricité à partir du nucléaire. C'est un choix qui a réussi, avec des centaines de milliers de travailleurs, d'ingénieurs qui sont parmi les plus performants au monde. Aujourd'hui, il faut baisser cette part du nucléaire, mais
Et si on peut le faire, cette transition énergétique, c'est parce qu'on a justement ce socle de sécurité de production de l'électricité. Oui, mais on le baisse comment on la baisse comment, cette part du nucléaire, forcément. D'abord, ce que je fais dans cette loi, c'est de ne pas opposer les énergies les unes aux autres. C'est quand je suis arrivée, les gens, ils étaient très tendus. Ça veut dire qu'on laisse à EDF la main de fermer progressivement des centrales. Je vais vous répondre, mais pour bien comprendre le contexte psychologique des choses, c'est que moi, je ne veux pas qu'on oppose les tenants du tout nucléaire de ceux qui veulent sortir du nucléaire, etc. Je veux une loi d'équilibre et qui soit dans l'intérêt général de notre pays. C'est-à-dire définir la politique énergétique. L'énergie, c'est tout. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Donc, c'est un sujet essentiel. C'est le sujet du futur, la question énergétique. Donc là, on trouve un compromis. Donc, on trouve un compromis, on trouve un juste équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même EDF le comprend, le coût du nucléaire est important. Après la catastrophe de Fukushima, il faut investir beaucoup dans la sécurité nucléaire. La loi, d'ailleurs, renforce la sécurité nucléaire en donnant des moyens supplémentaires à l'autorité de sûreté nucléaire et en informant davantage les riverains des centrales. Ça veut dire qu'on ferme progressivement des centrales, on ferme Fessenheim. Vous confirmez qu'on ferme Fessenheim? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand de nouvelles centrales vont ouvrir, en effet, les plus anciennes, celles qui coûtent le plus cher, devront fermer et être remplacées. Donc même si ce n'est pas dans le projet de loi, vous confirmez qu'on ferme Fessenheim. C'est une info. Ça a été dit. Ça a été dit par le président de la République. Donc c'est devant nous. Mais et on construit des EPR? Pour cela, il faut que... il y en a un qui va ouvrir, comme vous le savez. Mais donc la suite, c'est de construire des EPR? On verra. Ça sera dans le mix énergétique. Vous savez, ce qui change considérablement avec cette loi, c'est que c'est transparent maintenant. Il n'y a plus quelques personnes qui vont décider des grands choix énergétiques. C'est transparent. C'est un débat parlementaire. Les parlementaires vont avoir leur mot à dire sur ce qu'on appelle le mix énergétique en dialogue avec le gouvernement. J'ai la charge au sein du gouvernement de définir les stratégies énergétiques. Mais les parlementaires pourront vous reprocher justement qu'il n'y ait pas de trajectoire pour arriver à 50% de part du nucléaire en 2025. Il n'y a pas de garantie. Il y a une trajectoire, il y a un pilotage du mix énergétique, il y a un plafonnement de la capacité de production du nucléaire, donc qui fixe le cap. Il y a une volonté, avec des moyens qu'on vient de voir, de monter en puissance sur les énergies renouvelables. Et il y a un mix énergétique qui va être défini pour les 3 ans qui viennent, c'est-à-dire on va dire exactement quelle est la part des différentes énergies qui doivent rentrer dans ce qu'on appelle ce mix énergétique, puis pour les 5 ans qui viennent, puis pour les 5 ans qui viennent. Donc il y a une projection de la France vers le futur, c'est-à-dire qu'à la fois on améliore aujourd'hui, on baisse la facture énergétique des Français par les économies, on baisse la facture d'importation de la France, on crée des emplois et on projette la France dans le futur, c'est-à-dire comment on vit mieux en consommant moins d'énergie. Restons très concrets, justement. On a un chiffre publié par le ministère de l'écologie hier. On apprend que chaque ménage français a dépensé 3 210 € en 2013 pour se chauffer, gaz, électricité, pour le transport également. C'est du jamais vu depuis 1991. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites pour que ce montant baisse? Parce qu'il est colossal. Il est colossal. D'abord, j'ai annulé la hausse du prix de l'électricité du 1er août. Les Français ne payeront pas... Vous nous confirmez l'annulation? Je vous la confirme. Les Français ne payeront pas les 5% d'augmentation d'électricité. Pourquoi? Parce que au moment où je présente cette loi au Parlement, je vais aussi faire avec le gouvernement la transparence sur la formation des prix. Pas de hausse de l'électricité au 1er août, alors que Manuel Valls, vous avez contredit le lendemain. Non, donc le conflit est réglé, le conflit est tranché. Non, ne présentez pas les choses de façon... Ça ne sert à rien de dégrader la politique en présentant tout de façon conflictuelle. Je travaille dans un gouvernement collégial. Manuel Valls est le Premier ministre. On décide ensemble des décisions qui sont prises. Et cette décision a été prise pour justement réformer la façon dont le prix de l'électricité est posé et que les Français comprennent ce qu'on leur fait payer. Donc comment est-ce que les Français peuvent baisser leur facture? Comment est-ce qu'on peut baisser la facture aujourd'hui? D'abord avec des gestes quotidiens, je vous l'ai dit, avec des gestes quotidiens que j'ai rendus publics. Et donc, volonté politique, pas d'augmentation du prix de l'électricité le 1er août. Mais je viens de vous le dire là. Voilà. Donc ensuite, il faut quand même continuer. Ça suffit pas. Il faut baisser la facture. Donc on peut, avec des gestes quotidiens, baisser de 15% sa facture d'énergie. Ça, c'est déjà très important. Ensuite, on va mettre des compteurs individuels dans les copropriétés. Par exemple, qu'on l'on soit propriétaire ou qu'on l'on soit locataire, quand il y a une facture globale de copropriété, il y a beaucoup de gaspillage. Donc, dans le crédit d'impôt que j'évoquais tout à l'heure, dans les baisses d'impôts, les Français vont pouvoir financer l'installation de compteurs individuels dans les copropriétés pour la consommation
consommation d'énergie, de chauffage, et pour la consommation d'eau aussi également. Donc ça va permettre aussi de baisser. Ensuite, les travaux d'isolation qu'on a évoqués tout à l'heure, qui permettent de gagner 800 € en moyenne sur un pavillon de 90 mètres carrés. On peut gagner 800 € en moyenne par an de la totalité de la facture énergétique, chauffage, eau chaude, en installant un chauffe-eau solaire, en installant un panneau photovoltaïque, en isolant les combles, en mettant les doubles volets. Et donc il y a en effet de la marge. Je voudrais vous interroger sur la construction de l'autoroute A380. Il y a une polémique avec les élus de Poitou-Charentes qui vous reprochent d'être autoritaires, d'avoir mis votre veto pour la construction de cette autoroute. Vous dites qu'ils sont misogynes. Qui a tort, qui a raison? Écoutez, c'est un sujet. Comment vous défendez votre point de vue ? Vous savez, c'est un sujet très important. Alors, ce ne sont pas les élus de Poitou-Charentes. Il y a en effet 5 ou 6 élus qui attendaient depuis 10 ans cette autoroute. Vous savez, est-ce qu'il faut détruire un grand site classé qu'est le Marais Poitevin pour gagner 10 minutes ? Est-ce qu'il faut mettre 900 millions d'euros pour construire 60 km d'autoroute alors qu'il y a déjà une route nationale et qu'il faut contourner il suffit de faire un contournement du village de Maran. Est-ce qu'il faut écraser les maisons des gens et des villages qui depuis 10 ans ont fait un travail tellement extraordinaire dans le Marais Poitevin qu'on a pu reconquérir le label de parc naturel régional qu'on avait perdu. Donc vous ne revenez pas sur votre décision. Mais vous savez, on est en démocratie, donc le dialogue est toujours ouvert, que l'on continue à discuter. Mais ma responsabilité, c'est de protéger des espaces remarquables et des gens qui y habitent, et peut-être à un moment, en effet, de poser des questions qui dérangent. Alors, dernière question qui dérange. Mais aussi, de trouver des solutions. La solution, c'est d'aménager la route nationale qui existe en contournant le village de Maran. Pour vous, c'est une question de bon sens. Et moi, je suis c'est une question de respect et de bon sens. Alors, discutons. Ségolène Royal. Martine Aubry a dit qu'il n'était pas trop tard pour réussir le quinquennat. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le réussir maintenant, ce quinquennat ? Il faut engager ce dont on vient de parler. Des choses qui changent la vie quotidienne des Français, qui améliorent cette vie quotidienne et qui nous projettent vers le futur. Et je crois que c'est ce que fait ce gouvernement avec une volonté présidentielle très forte de réussir cette transition énergétique et écologique. C'est un changement de modèle. On voit que le modèle économique est à bout de souffle aujourd'hui, qu'il faut inventer d'autres façons de produire, de consommer, de se déplacer, d'habiter, en améliorant, en dépensant, en gaspillant moins et tout en améliorant notre santé publique. Vous savez, il va y avoir un bonus de 10 000 € pour que les gens qui ont des vieilles voitures diesel et qui n'ont pas les moyens de les changer puissent acheter une voiture électrique ou une voiture propre. Donc on va faire quoi en faisant ça ? On va améliorer la qualité de l'air, donc faire reculer toutes les maladies. Cela dit, c'est pas des histoires de voitures qui vont régler les problèmes de politique générale et les problèmes de la France. Mais si, figurez-vous, il y a des centaines de milliers d'emplois liés à l'automobile et derrière, il y a beaucoup de dépenses de la sécurité sociale à cause de toutes les affections liées à la respiration. Mais le Français gardera quand même ce sentiment que le climat est assez anxiogène en ce moment. Eh bien, il faut en sortir. Vous avez raison. Et moi, je suis sûre que la France a les moyens de s'en sortir. Quand je vois partout la créativité des entreprises, le volontarisme, on l'a vu dans votre petit reportage, les entreprises du bâtiment qui ne demandent qu'à se battre, qu'à créer des emplois, qu'à avancer, des jeunes formés qui cherchent du travail. Restons positifs, ce sera le mot de la fin. Il faut rester positif et s'y mettre tous pour que la confiance dans l'avenir de notre pays revienne. Merci beaucoup, Ségolène Royal.